Très heureux de vous retrouver dans Vivre en France pour découvrir aujourd'hui quelques jeux traditionnels de nos régions. Autrefois, ils égayaient les cafés ou les places de village. La plupart existent toujours. Certains sont les ancêtres de sports modernes. D'autres restent très typiques d'une région. En tout cas, des sports, des jeux très variés et très attachants. On le dit. Rabouin Gabi, président de Société de l'Agriculture. Bernard Pays, président de la Société de la Fraternité. Voilà. Élie Alliot, président du Progrès. L'Anglais Gustave, président du Cercle des Laboureurs. Pas moins de 4 sociétés de boules de fort siègent à Cheviré-le-Rouge, petit village d'à peine 800 habitants en plein pays baugeois dans le Maine-et-Loire. 4 sociétés vieilles d'un siècle créées un peu sur le modèle des clubs anglais où les villageois s'étaient regroupés par profession, par affinité politique ou religieuse. Actuellement, les différences sont moins marquées, mais les sociétés demeurent, organisant régulièrement de très sérieux challenges ou concours. Bien au chaud dans leur salle, les sociétaires bataillent dur tout l'hiver et de manière plus épisodique à l'approche des beaux jours. Allez, on va tirer les canettes. Allez, on va tirer les canettes. Ah, oui, oui. Ah, oui, oui. On peut mettre les jeunes avec les jeunes. Aujourd'hui, combat des chefs. Les 4 présidents vont s'affronter. Allez, ancien, à toi. Alors, dans... Je suis rouge. Je suis bleu. Eh ben, je suis avec ta table. Ah oui. Allez, ta table. La piste en terre, soigneusement roulée, est longue de 22 mètres sur 6 mètres de large. Pour corser l'affaire, les bords sont incurvés. Oh, bravo. Comme à la pétanque, dans chaque équipe, il y a un pointeur et un tireur. Essayez de faire une petite charge au départ pour monter là et redescendre au mètre là-bas. Qu'est-ce que c'est au mètre? Le mètre, c'est le cochonnet, c'est le mètre là-bas. L'art de bien jouer réside dans le calcul de la pente et le déséquilibre de la boule. De chaque côté, elles sont en bois. Elles sont recouvertes d'une partie métallique. Ça s'appelle le fer. Et la boule, elle a un fort et un faible. Alors le côté fort est plus bombé. Et la boule a tendance à aller plus du côté fort que de l'autre côté. Non, elle est au-dessus. Elle est trop courte la dernière, ça fait 1 point pour les bleus. Une partie se joue en 10 points, une finale en 12. Et quand vous battez les hommes, ils le prennent mal? Oh non. Ah oui, Gabi fait la gueule. Hein, Gabi, quand t'es battue par les femmes. Oui, 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 oui. Lieu de détente, le cercle, la société, ne se conçoit pas sans buvette. Leur fréquentation est telle qu'à Cheviré-le-Rouge, aucun café ne leur a résisté. Qu'est-ce que c'est que cette médaille? C'est une médaille qui symbolise le voyage à Brion. Celui qui marque pas de points dans une partie, il gagne une médaille. À Brion, à la société, la concierge accordait davantage ses faveurs à ceux qui avaient perdu que ceux qui avaient gagné. Et d'où l'expression « aller à Brion », parce que quand on n'avait pas fait de points, on allait voir la concierge de Brion. Aujourd'hui, la concierge n'existe plus, mais le goût du jeu, lui, persiste. 500 000 licenciés pratiquent actuellement la boule de fort, un chiffre en constante augmentation, à tel point qu'à Bagneux, M. Guibert, ébéniste tourneur sur bois de son état, a décidé de relancer la production de boules en bois, un moment abandonné. Ces ventes sont prospères, notamment grâce au sentiment de propriété très vivace qui anime les joueurs de boules de fort. Ça se prête des boules? En général, non. En général, non. Parce qu'il se passe, c'est que dans les sociétés, des boules qui ont un certain âge, qui sont encore bonnes, bon, restent dans la société, et les personnes qui viennent jouer et qui n'en ont pas peuvent s'en servir. En général, une paire de boules, c'est personnel. Et c'est vrai que quand on a la chance d'en avoir une paire comme ça, on a presque le droit d'être égoïste. C'est bon. Sur la plage de Collioure, 2 fois par semaine, on peut voir de drôles de galériens. Leur embarcation, la Liagoutz, une barque catalane à rame, leur sert à préparer de redoutables régates. Séquence, entraînement. Allez, préparate. Allez. 1, 2, 3, 5 coups. On allonge et on respire, on allonge, allongé,
Respirez. Ensemble. C'est violent. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de l'effort, c'est violent. Et puis sur les derniers mètres, alors on met toute la puissance qui reste, alors c'est très violent. Allez, allez. Battement de cœur et choc des rames sont ici à l'unisson, et chacun connaît son rôle. La cadence, c'est le numéro 1, c'est-à-dire celui qui se trouve à ce poste-là, qui donne le rythme pour tous les autres. Tout le monde se base sur lui. La course des Liagouts est un sport intervillage, mais elle date des années 30 et a une origine très particulière. C'était les pêcheurs avant qui n'avaient pas de moteur, alors ils sortaient à la rame, et puis c'était les premiers rentrés qui faisaient les meilleurs prix aux poissons. Alors les gars, ils essayaient de rentrer le plus rapidement possible, quoi. De Barcarès à Lloret del Mar sur la Costa Brava, chaque dimanche, de juin à septembre, Catalans, Français et Espagnols se retrouvent. Chacun sa barque, ses équipes, masculines ou féminines, son envie de gagner. On est rivaux, mais dans la convivialité. Et puis, il y a la fierté de défendre les couleurs de son village, non? Absolument, oui, heureusement. Si on ne savait pas de fierté, on ne le ferait pas. On a envie de gagner tous les dimanches. Même si on fait ça en amateur, on a envie de gagner. Et quand on rentre tous les dimanches, quand on gagne, on fait la fête pendant comme des fous. Mais avant, il y a les régates, les supporters impatients, les équipes motivées. Ici, on est de toutes conditions sociales, mais d'abord catalans. La motivation. Attendez. L'association des juristes catalans, Perpignan, qui sont là. Nous représentons les barques de Canet. Aguanta o couleur. Attention. Préparez. L'épreuve, ce sont 2 allers-retours, soit 1000 mètres à parcourir en 5 à 6 minutes. Une course effrénée. Poids des barques, 1 tonne, équipage compris. Les meilleurs temps iront en finale. Et regardez, c'est au passage des bouées que ça se gagne. C'est toute une technique, une technique au niveau de la coordination motrice, au niveau du gestuel aussi, parce qu'il y a toute une gestuelle, au niveau du coup de rame dans l'eau, il ne faut pas freiner le bateau. Dès que le coup de rame soit très puissant, ça freine le bateau. Course éprouvante et surveillée par des juges catalanes qui établissent un classement sur la saison. Le juge est intègre, donc il n'y a pas d'amitié, il n'y a rien qui ressort. C'est le juge dans toute sa splendeur. Et les filles aussi s'y sont mises. Elles sont là chaque dimanche. Avec leurs baratines bonnets de pêcheurs catalans, ce sont celles de Banyuls qui gagnent. C'était bien entraîné, bien préparé. Et puis surtout, on voulait gagner chez nous. Et qu'est-ce qui vous plaît dans cette compétition? Déjà, ce sont des bars catalans, donc ça représente notre culture. Et c'est un sport d'équipe. On souffre beaucoup, c'est un sport très physique. Mais c'est le plaisir de courir pour son village et de courir tous ensemble. Le plaisir est donc dans l'effort et dans les 100 derniers mètres quand le barreur pousse son équipe. Il nous crée les ordres, presque si on n'entend pas, qu'on est à fond, on vit de tout ce qu'on a. On est complètement en transe et on finit pratiquement dans les étoiles. Qu'est-ce qui fait gagner alors? C'est le barreur ou c'est les rameurs? C'est les qualités du barreur et c'est les tripes des rameurs. Alors maintenant on va à l'apéro et on va s'en mettre plein la gueule. Oui, mais voilà, pour boire un coup, il faut encore ramer jusqu'au port et dimanche prochain, les régates recommencent. Le ciel du Nord dans les grandes longueurs. Chaque fin de semaine, en toute saison, les enfants spirituels de Guillaume Tell engagent avec leur cible verticale un tour de force et d'adresse. Les archers des Flandres décochent leurs flèches dans une langue toute particulière. Tir aux honneurs de 10h à midi. Perche 1, le top sec. Perche 2, les honneurs. Les oiseaux, c'est le nom poétique des cibles, sortes de petits cylindres de 4 ou 8 cm de diamètre. Lorsqu'ils sont perchés à 30 mètres du sol, le tir aux honneurs peut commencer. Je te soutiens moralement. À l'origine, il s'agissait d'un rite funéraire. La flèche symbolisait le passage de l'âme du défunt de la terre au ciel. La technique n'a jamais varié. On vient viser l'oiseau qu'on veut abattre, on le met sur le bord de ce qu'on appelle le mac,
l'embout de la flèche. Il n'y a pas de viseur, il n'y a aucun accessoire artificiel. Au Moyen-Âge, l'arc était une arme de guerre. Au fil des siècles, les sociétés d'archers sont devenues symboles d'ordre, d'honnêteté et de moralité. Aujourd'hui encore, leurs performances vont de pair avec une certaine élégance. En tant que président, je dois être dans une tenue correcte. Et les ancêtres, il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, n'auraient pas venu au tir à l'arc sans être cravatés, parce qu'il y avait même dans certains tirs où il y avait des tenues spéciales pour certaines associations. Et si chacun tire pour soi, entre deux compétitions, les à côté se partagent dans la plus pure tradition. Il faut que ça se perpétue, il ne faut pas que ça s'oublie, il ne faut pas que ça s'arrête. C'est tellement bien, on est tous ensemble, les jeunes, les plus anciens, il y en a que ça fait 40 ans qu'ils tirent. L'amitié avec les copains, c'est un sport, c'est dehors. C'est le réconfort, c'est un tout, c'est une grande famille. Viser juste et chanter au mieux tous ensemble, c'est le sens de la fête fléchée par tous les archers du Nord. Le Pays Basque et sa côte escarpée n'abritent pas que des sports ancestraux. Il en est de nouveaux qui frappent à la porte et le bruit de la mer vient alors se mêler à des bruits plus typiques. Les sons d'une balle qui tape sur un mur et qui tape et qui claque sur un air de toujours, la pelote basque. Et s'il existe au total 21 spécialités de ce sport, si l'on y joue avec des raquettes en bois, des gants en cuir ou des gants en osier, la main nue est de tous ces jeux le plus vieux, le plus pur, le plus basque. Et ça fait mal ? Il faut avoir l'habitude. On commence petit, à l'âge de 7-8 ans. Et bon, la main se forme petit à petit. Et bon, elle se forme ou elle se déforme ? Elle se forme plutôt. Elle devient beaucoup plus dure. Elle durcit et bon voilà. On a quand même des problèmes de main, avec les tendons, tout ça, ça nous arrive d'avoir mal aux mains. Au cours d'une partie, la main peut doubler de volume. Mais que l'on joue sur les places de village ou à l'intérieur, dans les trinquets, le bonheur de frapper vient avec la musique de la balle. C'est là qu'on a justement le plaisir, si la pelote claque bien, à ce moment-là ça fait plaisir de taper la pelote. Tandis que si c'était une pelote qui ne fait pas ce claque-là, mais... La claque, c'est tout le secret de la pelote. Les joueurs reconnaissent ainsi les bons fabricants. En France, il en reste 3 qui perpétuent la fabrication entièrement à la main. De l'élastique ou du latex d'abord forme le noyau. Ensuite, un fil de laine s'enroule par-dessus, et puis à la fin, on coud une enveloppe de cuir. Mais tout cela ne suffit pas. Chaque fabricant a ses astuces, son petit secret, son art de la pelote. Il a fallu environ 10 ans pour arriver vraiment à réussir une pelote. Parce que dans la pelote, il y a plusieurs critères à respecter. Il y a la claque, il y a la vivacité, il y a la douceur. Au Pays Basque, le fronton, c'est comme l'église. On en trouve dans chaque village. En France, 60 000 personnes pratiquent cette religion et l'on compte plus de 300 clubs. La chistera, autre symbole basque, est née il y a un siècle et demi. La partie de chistera au Grand Gant se joue sur un terrain de 80 mètres de long. Elle reste, elle aussi, gardienne de la tradition. Ici, pas de short, le pantalon de toile blanche et de rigueur. Et la noblesse du geste s'accorde à celle des voix quand, pour dire le score, le compteur chante les points en basque. Celui qui engage à 15 points, celui qui est derrière à 12 points. Et on chantait toute la partie comme ça? On chantait toute la partie. Tous les 10 points, de toute façon, la tradition voulait qu'on y porte un coup de rouge. Le marqueur, il demandait à voir, il chantait. Il donnait les points, et puis Margariadari continuait sur le même ton à demander à voir. La chistera se prépare en hiver. L'artisan coupe de jeunes marronniers un bois à la fois souple et solide. Il en débite de fines lamelles sur lesquelles il tresse des équisses d'osier. Jean-Louis Gonzalez tient le métier de son père et de son grand-père. Depuis 100 ans, son atelier n'a pas changé. Sa famille est la dernière en France à fabriquer des chisteras. Non, la chistera ne s'arrêtera pas.
Bon, c'est comme c'est le truc basque, c'est la racine. Bon, c'est plus fort. Un basque est né avec une pelote à la main. Cet amour de la pelote, les Basques voyageurs l'ont transmis aux quatre coins de la planète. Tous les 4 ans, les championnats du monde rassemblent une vingtaine de nations, comme l'Espagne, bien sûr, mais aussi le Mexique, Cuba, les Philippines ou le Maroc. Mais même au Pays Basque, le jeu n'attire pas facilement les jeunes. Au club de Saint-Jean-de-Luz, ils sont une 50aine, et la plupart viennent des Ikastola, les écoles basques, et des milieux où la tradition est encore très présente. C'est assez spécifique, on peut jouer que... Il faut être né pour jouer ici. Il faut commencer comme ce gosse-là que vous voyez là. Vous voyez, ce petit gosse-là. Peut-être ce sera un champion plus tard. Mais il faut qu'il commence comme ça, toujours contre un mur à taper. Taper pour le plaisir, taper pour suivre les traces des figures de légende, comme Chiquito de Cambo qui jouait devant les reines et les rois. Taper et chanter la pelote après la partie, comme le veut la coutume. Cette vieille chanson raconte les exploits des joueurs. Elle dit que vous soyez jeunes ou vieux, vous aimerez ce jeu, fait de force et d'adresse, la pelote basque. Le quartier du Tardy, un des derniers bastions populaires du vieux Saint-Étienne, avec ses jardins ouvriers, ses maisons qui se ressemblent, ses terrils oubliés. Et puis, une tradition qu'on perpétue chaque samedi à l'amicale laïque du quartier. Tirez droit au but, voici le but et le début du beau jeu de Sarbacane. Le plus à droite ici de la partie aura le prix. Jamais de chicane entre nous les amis. On y pratique le jeu de Sarbacane. Jean Tabaran, 91 ans, ancien mineur, en est le doyen. Oh joli, 6. En 28, j'ai commencé à tirer à la Sarbacane. C'est une passion, moi j'aime ça. Dans tous les autres départements, il y a la pointe, Sarbacane. Il n'y a qu'à Saint-Étienne qu'on voit la Sarbacane. Chacun possède sa sarbacane personnelle, héritage de famille forgé par les armuriers locaux. Alors voilà la sarbacane, ce qu'on appelle ici le canon. C'est en acier, ça fait 2,5 kg, 1,35 m et c'est avec ça qu'on tire le trait. Le trait, c'est cette petite fléchette d'acier que chacun se fabrique et que l'on propulse d'un souffle à 200 à l'heure sur une cible. Et les traits prêtent souvent à discussion. 9. Tu connais rien, ça, avec ça on fait des 6. Des traits toujours parés de plumes d'oie. Chacun utilise toujours les mêmes traits, pour la bonne et simple raison que c'est calibré au canon qu'on utilise. Alors pourquoi de la plume d'oie? Tout simplement parce que c'est une plume qui est très résistante, très épaisse, et qui supporte donc l'humidité. À ce jeu d'adresse et de concentration, il n'y a rien à gagner. Il faut réaliser le maximum de points en envoyant ses traits à 8,15 m sur une cible de 4 cm. On tient le canon dans la bouche, on vise avec les 2 yeux, il n'y a pas de ligne de mire, ce qui fait que c'est donc plus difficile que le tir à la carabine. Et il faut souffler un coup sec. Et la grosse difficulté, c'est d'avoir un souffle régulier pour avoir toujours la même trajectoire. Le jeu apparaît en 1870. Seuls les fabricants de tissus stéphanois ont le droit de tirer. En 1920, ils autorisent les mineurs à pratiquer au sein de sociétés qui ressemblent à des confréries. La tradition continue. Ici, c'est une zone où il y avait beaucoup de mines. Donc les gens venaient dans les amicales pour se distraire et tout, et ils soufflaient la sarbacane. Ça faisait partie d'un jeu ouvrier, quoi. D'après les dires des anciens, donc ce serait un médecin des mines qui aurait un peu lancé ce jeu-là, hein, pour que les gens qui travaillaient assez dur, comme les mineurs, les passementiers, les teinturiers, recrachent un peu des saloperies, si vous voulez, qu'ils avaient respiré pendant toute leur journée de travail, quoi. Avec l'évolution, femmes et enfants ont depuis peu le droit de tirer au canon, parmi ceux qu'on appelle les chevaliers. Je suis venue par mon père d'abord. Mon père jouait à la sarbacane, puis après par mon mari. Est-ce que c'est une tradition qui se perd un peu?
Eh ben, on ne voudrait pas que ça se perde justement. C'est pour ça qu'on joue, qu'on le fait connaître et puis on est fidèles tous les week-ends. Les sarbacanes ont ici plus d'un siècle. Elles sont précieuses, d'elles dépendent la préservation du jeu. Notre problème, c'est qu'on n'a plus personne pour les fabriquer. Et donc, si on avait un industriel qui pouvait nous en fabriquer, on serait bien content. Bien content car les baveux, comme on les appelle, sont encore 500 autour de Saint-Étienne. Et le soir, souvent, certains restent tard, emportés par la passion du jeu et par une tradition qu'ils ne veulent pas voir disparaître. Le ballon au poing n'en finit pas de rebondir. Pratiqué par le peuple depuis le Moyen-Âge, il rassemble les générations et rapproche les villages. Chez vainqueur, chez perdant, ils se serrouettent le main pendant qu'on distribue à chacun ses récompenses. Jalousie chez plus fort, personne n'a voulu le drince, ils aient tué des braves gens, des vainqueurs, des copains. Depuis 1913, le ballon au poing possède sa fédération. Elle organise des championnats et les épreuves pour la Coupe de France, la consécration des ballonnistes. On y a joué dans le temps. Hein. Vous avez joué quand? Avant la guerre. Je suis un ancien joueur alors. J'ai encore mon fils qui joue, alors je viens voir le ballon. Vous avez la nostalgie du jeu? Ah oui, toujours. Les points sont comptés comme au tennis. Le but du jeu consiste à envoyer le ballon au-delà de la ligne de fond adverse, un jeu dont on trouve déjà la trace dans l'Odyssée. Plus tard, les Romains l'ont importé en Gaule, mais c'est en Picardie que le jeu s'est maintenu. On sait que le ballon au poing avait été un divertissement qui avait été très prisé par le clergé, à tel point que les prêtres jouaient même sous le transept de la cathédrale d'Amiens, et qu'il a fallu un ordre de l'évêque de Rouen en leur interdisant la pratique compte tenu qu'ils se trouvaient trop débraillés. Et aujourd'hui, de mai à septembre, les places de village résonnent de coups de poing amicaux. C'est un esprit, c'est retrouver des gens, retrouver une ambiance, retrouver une certaine chaleur, même si les parties sont âpres et disputées. La compétition souvent est un préambule à la fête. En Picardie, on célèbre toujours l'ancêtre du tennis. Joué à 6 contre 6 sur un terrain de 60 mètres, avec une raquette de bois aux manches longs et étroits, la longue paume, c'est son nom, est une vieille dame moderne qui amortit le temps sans une ride. Et puis on aime ça quand même, vous savez, parce que moi je viens, je vais avoir 78 ans tout à l'heure. Alors je retrouve tous des anciens copains. On est fiers de faire un sport comme ça parce que c'est pas connu. Et quand les gens ils nous disent qu'est-ce que tu fais comme sport, moi je dis je fais de la longue paume, mais je suis fière de dire parce que qu'est-ce que c'est la longue paume. Lorsque ces benjamins, à leur tour, seront anciens, ils raconteront la même histoire de longue paume, toujours plus vieille, toujours plus longue. À Sète, les pêcheurs ont leur fête. Elle célèbre durant 3 jours et 2 nuits Pierre, leur saint patron. L'occasion d'immenses processions, de cérémonies et bien sûr de joutes. Vieilles de toujours, les joutes sétoises s'affirment au XIXe siècle, avec l'affrontement de 2 quartiers de la ville, le quartier haut, abritant les pêcheurs de la mer, et le quartier bas, celui des pêcheurs de l'étang. De cette époque, les 2 barques tiennent leur nom, la Puncha en rouge et Lucartieno en bleu. De cette époque vient la passion. Moi je compare les shooters à des toréadors à Nîmes par exemple, ou en Espagne, ou des rugbyman à Béziers. C'est pareil, c'est vrai qu'on est des personnalités de la ville. À Sète, celui qui ne joute pas n'est pas considéré comme un véritable sétois. Nous joutons de tradition, c'est un folklore, c'est une vie, c'est une seconde mère les joutes. Un sétois, il faut qu'il joute au moins une fois. Regroupés en société, les jouteurs s'affrontent en tournoi par catégorie, junior, moyen, lourd. Propulsés par 10 rameurs, dirigés par un barreur, les barques se croisent au plus près pour permettre l'affrontement. Juchés sur la Tintaine, protégés d'un pavois en bois et armés d'une lance de près de 3 mètres, les jouteurs doivent jeter 3 adversaires de suite pour passer un tour. Malgré ce qu'on voit et ce qu'on peut penser, il y a une technique qui prend une place importante. Ensuite, il y a le poids et la force, bien sûr.
Et la force d'un jouteur, c'est l'amalgame de ces trois conditions. Et il faut arriver à arranger tout ça, à faire une bonne sauce pour la faire monter, pour être un champion. Une fois champion, la ville vous vénère, entretient votre légende. Celle de Louis Vaillé, dit le Mouton, 10 fois vainqueur de la Saint-Louis, la plus recherchée des compétitions, est encore dans tous les esprits. Du coup, la lutte pour accéder au sommet est sans concession. Chacun pour soi. C'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Il faut se mettre dans la tête qu'on passe l'après-midi et on a une seconde à nous. On soit amis ou pas amis, on tape. En cas de chute simultanée, le joueur qui touche l'eau le premier est disqualifié. Passé l'impact, l'agressivité retombe. C'est le plaisir. C'est le plaisir d'aller à l'eau. Il faut vraiment être concentré quand on joue. Il y a deux solutions. Soit vous faites la fête, vous riez, mais vous tombez dans l'eau assez souvent, soit vous êtes concentré et vous essayez de réussir. Je crois qu'il faut être concentré. Sur la barque bleue, il n'est pas là, donc c'est le premier remplaçant. De Sète à Frontignan, de Metz à Balaruc, de Béziers au Gros-du-Roi, à l'approche de l'été, chaque ville espère voir gagner son champion. Mais comme le disait un ancien, ici, si tu veux le prix, viens le chercher, on ne te le donnera pas. Bastien Salin, Société des auteurs de Frontignan, deuxième qualifié pour... Au cœur du pays bigoudin, toutes les traditions ne se dévoilent pas au premier coup d'œil. Il en est de plus discrètes qu'il faut aller dénicher derrière les vieilles pierres, le long des chemins caillouteux. Autour de la galoche, le même cérémonial plus que centenaire, à la fois ludique et mystérieux. Pour tout matériel, des palets en acier d'1 kilo, un petit morceau de bois de forme cylindrique, c'est la galoche, et de petites pièces. Voilà, monnaie rousse. Le jeu consiste à renverser la galoche et les pièces qui se trouvent dessus avec les palets en tirant à 9 pas. Allez. Voilà. Mais viser juste ne suffit pas pour gagner. Seul compte pour le joueur les pièces qui sont près de son palet. Les autres sont remises en jeu. On dit qu'elles reviennent à la galoche. Voilà, c'est bon? Ouais. Ah ouais. Ah, toute la pièce. Toute la pièce. Toute la pièce. Ah, bah, encore mieux. Tiens, je l'avais pas dit. Ça vous plaît de jouer à la galoche? Ma foi, oui. Pourquoi? Oh, pour faire une distraction comme une autre. Vous jouiez souvent? Oh, le dimanche. Oui. Le dimanche. Et des fois, après l'école aussi, on jouait, quoi. Oui, quand on trouvait des petits copains, quoi. J'ai des souvenirs, c'était acharné même. Et ça se terminait avec ce qu'on gagnait, mais le coup de cidre général pour finir. À la galoche, il n'y a pas de règle du jeu écrite, car tous les joueurs la connaissent. Il n'y a pas non plus d'arbitre, ce qui pose parfois quelques problèmes. Parce que là, ça touche la galoche. Autant la galoche, pas la pièce. Oui, mais celle qui est mon palais, oui. Tu relèves et je recommence. Tu fais dru, alors? Ah ben non. On peut pas faire autrement. Ah, exceptionnel. Oui. Ça, c'est tout à fait racisme de voir une chose pareille. Le point est finalement rejoué avec ces petites pièces de métal appelées lipares. Autrefois, on jouait avec de la monnaie courante. On appelait monnaie rousse parce qu'elle est couleur rousse. Les petites, c'est les pièces de 1 sou, ça valait 5 centimes. Et l'autre, la pièce de 2 sous, qui valait 10 centimes. Ces pièces ont servi pour jouer à la galoche à quelle époque? Jusque 1925 ou 30 peut-être, que ça s'est arrêté, il n'y en avait plus cours. Et alors, donc, puisqu'on jouait pour de l'argent, alors on jouait plus à la monnaie rousse. Ici, les palets étaient à l'origine des galets. Eux aussi, au fil des ans, ont évolué. Aujourd'hui, dans de rares forges anciennes, les palets sont encore fabriqués à la main. C'est surtout pour rendre service que Corentin continue. Ancien forgeron, lui-même a près de 70 ans de galoche derrière lui. On n'avait pas d'autres jeux. Les enfants n'étaient pas gâtés avec les jeux à l'époque. Hein. Moi, j'ai jamais eu de jeu. Jamais. On s'est bien porté quand même. Hein. En 50 ans, le nombre de joueurs a beaucoup diminué, malgré la création d'un trophée du jeune galocheur.
Moi, je crois que les jeunes, ils auraient dû avoir plus de penchant là-dessus, au lieu d'aller dans les boîtes de nuit, tout ce qu'on veut. Pourquoi? Ah ben, ce serait quand même plus intéressant pour leur santé. Pur produit bigoudin, la galoche est discrète mais fière. Pas question de se laisser impressionner par sa lointaine cousine du Midi. Je ne veux pas décevoir mes amis pétanqueurs, mais je dois avouer franchement que j'estime que la galoche nécessite beaucoup plus d'imagination que la pétanque. Pourquoi? Parce que l'adresse ne suffit pas. Pour bien jouer la galoche, il faut jouer avec la tête. Éloge de sa différence, tous les joueurs le disent. Finalement, c'est avec son cœur qu'on joue à la galoche. Tourcoing est une des villes du nord de la France où le jeu de bourle a su garder toute sa vitalité, mais aussi sa particularité. On y joue ici depuis 300 ans, bien qu'il ait laissé des traces, semble-t-il, au Moyen-Âge. Les bourloirs, où se réunissent les joueurs, se trouvent le plus souvent au fond d'un café. Autrefois, ce sport importé des Pays-Bas était pratiqué à l'extérieur. Même principe qu'à la pétanque, mais ici la piste de terre battue est concave et mesure de 26 à 28 mètres. Avec cette grosse roue plate, appelée bourle, il faut se rapprocher d'une cible. Le cochonnet s'appelle l'étac. Il s'agit d'une rondelle de cuivre fixée au sol. Pendant 6, 8 ou 10 parties, 2 équipes de 4 joueurs s'affrontent. Chaque joueur dispose de 2 boules. La première équipe, désignée par tirage au sort, placera ses premières boules proches de l'étac, puis avec les secondes, formera des obstacles pour bloquer l'adversaire. Je vais t'indiquer la trajectoire, je vais aller mettre ma pied. Chaque équipe a son commandant. C'est lui qui donne les directives, indique les trajectoires, très utile quand il s'agit de faire slalomer sa boule entre celles de la première équipe. Non, il va pas au Sabot. Non. Sabot. Non. Non. quelque chose. Bien sûr, comme à la pétanque, l'adresse parfois ne suffit plus. Il faut donc employer la force. Dans chaque équipe, un tireur est désigné pour dégager l'ennemi. La bourle de Tourcoing est petite. Elle est faite en noyer, mesure 19 cm et demi de diamètre et pèse moins de 2 kg. Dans les villes voisines, elle peut peser jusqu'à 7 kg. Son centre de gravité a été déplacé afin qu'elle puisse se coucher plus facilement. Bourler en picard signifie tomber. Autre différence, à Tourcoing, les joueurs possèdent leur propre bourle. Ailleurs, notamment en Belgique, elles appartiennent aux cafés ou aux sociétés. Ces particularismes rendent complexe l'organisation de tournois, mais ce qui est sûr aujourd'hui, ce jeu ancien n'est plus un jeu de vieux. Il y a un tournoi qui s'appelle, qui est doté d'une coupe européenne d'ailleurs, qui s'appelle le tournoi franco-belge, et qui se joue entre environ 50 joueurs belges, 50 joueurs français, de moins de 18 ans. C'est pas encore une discipline olympique. Pas tout à fait encore. Mais enfin, il y a quand même 3000 joueurs. Hein. 3000 joueurs dans le Nord qui voyaient, il y a quelque temps encore, disparaître une bourloire chaque année, les cafés ne pouvant plus subvenir à l'entretien de ces locaux. Aujourd'hui, municipalité et Conseil général du Nord subventionnent les sociétés de bourles. Les jeux font partie aussi du patrimoine. La première règle du jeu de balle au tambourin est de ne pas le confondre avec l'instrument de musique. Et pourtant, il sonne bien sur les places des villages. Il résonne des contreforts du Larzac jusqu'aux rives de la Méditerranée, entre Montpellier et Béziers. Et sur les bords de l'étang de Thau, à Metz, jadis, on jouait sur les quais. C'est un jeu qui est ancestral, c'est typique à la région. Et c'est comme le tennis, vous voyez. Il y a moins de monde qu'à Roland-Garros quand même. Mais c'est populaire. Hein. Le tambourin compte plus de 2000 pratiquants et 42 clubs, dont 27 dans l'Hérault. En Italie, le jeu est beaucoup plus populaire. Il y a même un championnat quasi professionnel. Le tambourin, pardon, que c'est un sport. Et le tennis, c'est pas un sport. Et la pelote vasque, c'est pas un sport. Ah, mais alors. Les points se comptent comme au tennis. La balle au tambourin a une vitesse au départ de 250 km environ. Et ensuite, lors des échanges, ça se situe entre 120, 130 et 140 km/h. Deux équipes de 5 joueurs s'affrontent
sur un terrain de 80 mètres de long sur 20 de large, sans filet. Dans les villages, comme ici à Gignac, le jeu se pratique sur la place, au beau milieu des maisons, depuis toujours. J'avais un tambourin à 1 an. Mon père jouait au tambourin et mon grand-père jouait au tambourin. Le tambourin appartient à la famille des jeux de paume de l'Antiquité. Mais dans la région, il a un ancêtre plus récent, le brassard. Pour bien le tenir, tu vois. Un morceau de buis creusé qui servait à frapper la balle. Le tambourin, lui, est né au 19e siècle et jusqu'aux années 40, il était formé d'une peau de chèvre tendue sur un cercle de bois. Depuis 20 ans, le plastique et la toile de nylon se sont imposés et il existe à Ballaruc-les-Bains la seule machine au monde qui fabrique des tambourins automatiquement. Elle a une histoire parce que c'est un prototype, c'est une machine qui est unique en fait, et qui a été fabriquée par le lycée technique de Sète, donc la ville juste à côté, et c'était un sujet d'examen de BTS en automatisme. Voilà, donc on sort le tambourin. À Ballaruc, on en produit plus de 5000 par an. Et aujourd'hui, des clubs naissent à Nice, à Valenciennes, à La Rochelle et même en Allemagne. Mais le sport a du mal à se développer. Souvent, on lui reproche son nom, un peu désuet, pas assez sérieux, le tambourin. On vous conseille de le changer ? On nous l'a conseillé, on nous le conseille aux plus hautes instances. Néanmoins, je pense qu'il y aura une grande résistance de notre part, une grande réticence, parce que c'est le nom sur lequel nous l'avons aimé d'abord, et donc affectivement, nous y tenons. Le mot tambourin continuera donc à sonner. Dans la vallée de l'Hérault, il ne rime ni avec plaisanterie ni avec nostalgie, il s'accorde à l'amour que les gens lui portent. Certains petits villages de vignes, comme Vendémian, ont toujours le tambourin dans la peau. Nous passons qu'à ça, quoi. C'est ce qui fait vivre le village. C'est l'âme du village un peu ? C'est l'amour du village, on joue pour le clocher, on joue pour les copains. Déjà les petits commencent à 3-4 ans avec un tambourin. Ils veulent tout jouer. On aime bien ça parce que on bouge. Quand il n'y a pas école, on s'entraîne toujours. C'est notre passion. La passion du sport, le plaisir d'un jeu beau et vif, le jeu de balle au tambourin. Voici une yole de la Martinique, une yole ronde, spécialement conçue pour la compétition. Là-bas, la yole c'est un sport et une passion qui déplace les foules. C'est une embarcation, une activité, un plaisir qu'on ne trouve que dans ce morceau de terre de France émergé dans les Caraïbes. Joseph Masse est le patron d'une yole. Il construit lui-même son bateau, aidé de son fils et d'un ou deux équipiers. Il habite la commune du François, un village de pêcheurs sur la côte atlantique de la Martinique. C'est dans son garage qu'il travaille. On est tenté de dire qu'il bricole tant la technique reste artisanale. Ses outils, la colle, les clous, les vis, la scie sauteuse et le rabot. La yole est en bois exclusivement, du poirier. Ses origines remontent aux premiers habitants des Antilles, les Indiens. Ils utilisaient une pirogue creusée dans le tronc du gommier. Mais le gommier a disparu, il n'y avait plus d'arbres au tronc assez massif. On a alors renoncé à tailler les embarcations. Il a fallu les construire, les assembler. Est-ce que vous faites des plans, est-ce que vous faites des calculs? Est-ce que c'est un travail d'architecte naval ou est-ce que vous travaillez un peu au pif, à la sensibilité? Je dirais au pif, mais je dirais architecte naval dans le cerveau, parce que en quelque sorte, on ne peut pas décider de faire une yole n'importe comment. C'est-à-dire, il faut réfléchir avant. Et vous ne faites pas de plan sur papier? Non. C'est-à-dire, on a les mesures. C'est-à-dire, en réfléchissant, on a les mesures, on a les repères. Mais plan, c'est très délicat de faire. D'un moment à l'autre, on peut changer de forme en la construisant. Il faut combien de temps pour construire une yole? Eh bien, grosso modo, il faut compter au moins 2 mois et demi pour avoir une yole parfaite, bien finie. La yole pèse de 600 à 700 kilos. Elle exige un équipage d'une douzaine d'hommes.
Cordes et ficelles fixent la voile. Le mât est un tronc massif coupé un peu plus haut dans la forêt. Il est simplement posé au fond du bateau, coincé par des cales dans un support en bois. Il n'y a pas de haut-banc. Il est maintenu droit à la force des bras par un équipier dont la seule tâche est de tendre en permanence la corde à nœud. L'accastillage est réduit à sa plus simple expression. Un anneau de fer, un bout de bois, rien d'autre. Quant aux poutres rondes qui débordent sur le côté, vous en comprendrez vite l'usage. La yole ronde n'a pas de quille. Elle n'a pas de gouvernail non plus. Elle est dirigée par une longue pagaie de 8 mètres de long. À chaque changement de bord, il suffit de changer de côté les poutres de rappel. C'est un sport, on vous le disait, et même un sacré sport. Il a ses règles, ses compétitions, ses championnats. Les yoles, c'était après la pêche. Bof, les gars décidaient comme ça d'organiser une petite compétition entre eux. Et vu que le public, d'une manière générale, le Martiniquais, est très entiché par les courses de yoles, il y avait beaucoup de spectateurs. On a décidé d'organiser. Et depuis 25 ans, du moins, existe la Société des yoles rondes de la Martinique. Ici, le départ d'une régate. Mais il ne s'agit pas vraiment de la yole ronde, il s'agit de bébé-yole. C'est le nom officiel des embarcations. Les bébé-yoles ne mesurent que 6,50 mètres, 4 mètres de moins que l'autre. L'équipage ne comprend que de 4 à 8 personnes. Le sommet de la saison, c'est le Tour de la Martinique. Une course en 7 étapes, avec classement général et maillot jaune, qui draine des dizaines de milliers de spectateurs. Beaucoup viennent spécialement de la métropole pour l'occasion. Et puis, regardez bien, les femmes aussi peuvent pratiquer ce sport. Les adultes ont besoin de drôles d'instruments anciens et précis pour jouer à pigeon-vol. Les vols au long cours ne s'improvisent pas. Pour les colombophiles, ils sont en quelque sorte la consécration, l'épreuve de vérité après des semaines d'entraînement quotidien. Leur premier vol, ils ne vont pas très loin, ils volent peut-être 3-4 mètres, 7-8 mètres, une dizaine de mètres, pas beaucoup plus, pas beaucoup plus. Ensuite, ils viennent se poser sur le toit et de jour en jour, ils s'aguerrissent. Ils volent un peu plus, ils volent pour arriver à un moment à voler un quart d'heure, ensuite 20 minutes, 30 minutes. Ça, c'est la super forme déjà. Attention, 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 les voilà, les voilà, les voilà, 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 voilà. Allez les petits. Depuis bientôt 50 ans, René Ansens a fait de son pigeonnier son quartier général. Il porte à ses pensionnaires une attention toute paternelle. 15 ans, c'est pas encore si vieux que ça, mais il m'a déjà donné 8 jeunes cette année. Le pigeonnier est en quelque sorte une maison de famille, odorante à souhait, où chacun a sa place. D'un naturel monogame et pantouflard, les pigeons reproducteurs vivent à part. Les autres mâles sont séparés des femelles. Ce sont eux les athlètes. Comme les humains, leurs performances dépendent de leurs conditions physiques. Voilà, voilà, voilà. Lorsqu'on prend dans les mains, au moment de le baguer, on sent son corps qui est bien rond. C'est un bon signe. Il est léger. En principe, il semble plus léger que les autres, il n'est pas lourd. Il y a la qualité de la plume, une plume qui est bien, bien luisante. Son aile qui est très souple. Il y a une quantité de petites choses. Il y a son œil qui brille plus. Il y a beaucoup d'affaires qui jouent là-dedans. Hein? Tu veux les voir tomber, maître? Fais attention. Les veilles de concours, les voyageurs mâles se voient présenter le puits puissant des stimulants. Ne mets pas comme ça. Je vais pas t'emmener. Au contraire, tu vas être fin contente. Une congénère du sexe opposé. Fin contente, ma fille. Va faire la belle, là. Attention, l'heure n'est qu'à la conversation galante.
Pas question d'entrer dans le vif du sujet. Voilà, oui. Oui, toi, fais pas le saut, hein. Allons. Tu peux pas ça. Non mais, c'est demain ça. Fini pour aujourd'hui. Non, demain tu auras le bonheur. Pas aujourd'hui. C'est la semaine prochaine. De mi-avril à mi-septembre, les concours ont lieu chaque fin de semaine. Voilà mon pépé. Les pigeons sont répartis en paniers, différents selon les lieux de lâcher, selon qu'ils concourent en petits cours, c'est-à-dire sur moins de 200 km, en demi-fond ou en fond. Ça, monsieur, dame. Ceux de ce soir seront lâchés d'Écouen ou d'Orléans, à respectivement 210 et 329 km de Tourcoing. Pour concourir, les pigeons doivent être bagués aux 2 pattes. Sur l'une, le numéro de matricule et le millésime, sur l'autre, son adresse. 512 345 de l'année 86. Certains pigeons valent une fortune. On prétend que l'un d'eux, prénommé Playboy, aurait été acheté 850 000 francs par des Japonais. Mais à Tourcoing, le plaisir est ailleurs. C'est partager la même passion, c'est avoir des contacts humains, c'est la vie associative. Le plaisir de la coulonneuse, c'est de les voir arriver. Ça, on voit arriver de ces pigeons de 300-400 km, c'est le plus beau, c'est ça le plus beau. Qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? On ne saurait pas dire. Qu'est-ce qu'on ressent? C'est difficile à dire, ça presse là, quoi. Et pour attester que les pigeons étaient bien pressés de rentrer, cet appareil enregistre leur temps de vol. C'est le constateur. C'est ce qui prouve quand le pigeon est rentré chez lui. On est obligé de mettre la bague dedans. Et alors? Et ça marque heure, minute et seconde. Et tous les pigeons rentrés, après, ils reviennent ici pour dépouiller. Plaisir intégrant du concours, les paris. D'un montant moyen de 30 francs par bec, les mises peuvent quelquefois sur de longues distances atteindre 20 000 francs. Sur 1000 pigeons engagés, les 250 premiers seront classés. Quand vous faites le bilan de tout, le grain que vous avez acheté et tout, les soins que vous avez donnés, le vétérinaire que vous avez fait venir, vous n'êtes pas gagnant. Est-ce qu'il vous est arrivé de perdre beaucoup d'argent dans les concours? Oh oui. Faut pas le dire à ma femme surtout. Combien? Je ne dirai pas. La meilleure récompense? C'est l'honneur, hein, c'est le plaisir, c'est la coupe en bout de l'année, un as-pigeon, on appelle un as-pigeon, c'est un pigeon qui n'a pas manqué, quoi, c'est formidable. Les pigeons sont acheminés par lot de 30 dans des paniers scellés. Superstitieux, les coulonneux assurent leur protéger pour le transport, environ 15 centimes par tête. C'est le contrôleur est courant là. On est bon à lâcher à partir de 11h15. Hein. Ok. Go! Le plus palpitant, c'est surtout lorsqu'on sait qu'on pense être en tête du concours. Alors ça c'est mordant. Et on regarde, et on tourne. S'ils viennent de là, ça c'est plus bon du tout. Et s'ils viennent de là-bas, je m'excuse, là c'est la catastrophe. Parce qu'ils viennent de derrière. On dit simplement chez nous, ils ont été chercher du tabac en Belgique. Ouais, voilà. Allez, un petit effort maintenant, hein. Allez, viens vite. Voler à 100 km/h et arriver à destination, c'est bien. Oui, allez, viens vite. Allez, hop. Va mon garçon, va vite. Se laisser attraper pour délivrer la bague témoin, c'est mieux. Là. La bague. Comment est-ce qu'on explique, en fait, le sens de l'orientation des pigeons? Il y a eu des études faites jusque par l'Amérique. Je crois qu'il n'y a encore personne qui a trouvé la solution idéale. Orientation par rapport au soleil ou au champ magnétique terrestre, odorat et vue exceptionnels, les éléments de réponse restent partiels. Les pigeons n'ont pas encore livré leur mystère, leur voyage reste une bien poétique énigme. Dans le nord de l'Aveyron, il est un rituel social qui depuis des siècles résonne de village en village. Le jeu de quilles, un jeu qui a laissé des traces au Moyen-Âge, mais qui n'a été codifié qu'en 1912 par les Aveyronnais de Paris, sans doute par nostalgie. Il s'agit d'un jeu de 9 quilles, mais ici la 9e quille, dans un premier temps, on s'en sert comme projectile. Une façon de montrer un peu plus qu'ailleurs sa fantaisie, autant que sa force. Voilà. Moi j'ai toujours connu que comme ça. 8 quilles
de planter et une pour jouer. Voilà. Mais tout d'abord, le premier coup se joue à 1 mètre, avec la boule seule, et il faut en faire tomber le maximum. Ensuite, vous allez à 5 mètres, avec la boule et la quille. Vous devez assurer la buffe qu'on appelle, la bonne, qui compte pour 2 quand elle est par terre. La buffe ou la bonne, c'est la première quille du centre. Il faut la faire chuter ou alors en renverser 2 autres, selon la distance. Car tout peut sembler facile à 5 mètres, mais à 10 ou 20 mètres, la partie devient alors très spectaculaire. Quand on connaît bien, après, c'est pas trop compliqué. Est-ce que c'est possible de faire tomber les 9? Ah oui, oui. Aujourd'hui, ça va pas... Mais ça arrive assez souvent. Hein. Le matériel qu'on a maintenant, c'est des boules appropriées, c'est des boules qui sont vraiment bien faites, rondes. À l'époque, quand on jouait avec des boules, des fois, elles étaient carrées plutôt que rondes, mais enfin, on n'avait que ça, jouer avec ça. Ernest Turlan a commencé, lui, à jouer aux quilles à l'âge de 14 ans. Son métier de couvreur sabotier lui a permis ensuite d'en fabriquer l'hiver, à temps perdu. Et il en a fabriqué, Ernest, des boules et des quilles. Même à la retraite, il ne peut s'empêcher de venir dans son atelier pour sculpter le bois. Alors que la quille est en bois de hêtre, la bille de bois de 26 cm de diamètre est en racine de noyer. Un bois dur mais léger, résistant à la frappe. Une boule réussie quand elle est bien ronde, bien polie, et que la poignée est impeccable. Que ça va bien à la main de presque tous les joueurs. Ça se vend encore beaucoup ici, ça? Ah ben maintenant de plus en plus. Il y a beaucoup de plus de licences que jamais il y a eu, quoi. Vous prenez donc une quille et vous les mettez sur les taquets métalliques pour retrouver l'emplacement exact de la quille. Depuis le début du siècle, le jeu de quilles a connu des périodes de succès et des périodes d'essoufflement. Dans les années 70, ce sont les instituteurs qui ont repris le flambeau de la transmission. Aujourd'hui, 350 petits Aveyronnais s'initient aux quilles dans les cours de récré. Si dans le village, les jeux de quilles ont déjà droit de citer, le problème est déjà résolu. Pour jouer aux quilles, on n'est pas obligé d'être tombé dedans quand on était petit. Mais enfin, un environnement favorable quand même facilite les choses. Et l'environnement, on le retrouve ici à Espalion, devenu le berceau des quilles. En fin d'après-midi, des joueurs, des pros, s'entraînent sur l'esplanade du Foiral. Le jeu de quilles de 8 compte aujourd'hui 3000 licenciés et en saison, chaque dimanche, rencontres et championnats se succèdent. On a toujours joué pour le plaisir et le casse-croûte. La distraction, voilà. De l'argent, alors là, pas question. Hein. Je crois que maintenant, c'est déjà plus pareil. Il y a beaucoup plus de joueurs, mais il n'y a même pas les mêmes ambiances qu'à l'époque. Maintenant, c'est devenu, bon, comme tout pareil. Il y a des réglementations, il faut être à l'heure, il faut... Tandis qu'à l'époque, on allait jouer au quilles, des fois, on faisait bien entendre l'arbitre ou quelqu'un un quart d'heure, où on n'avait pas d'heure tellement précise pour jouer, vous savez, on jouait au quilles, mais qui avait gagné. Mais ce qui comptait, c'était le casse-croûte. Le jeu de javelot appartient à la culture ouvrière du nord de la France. Rien à voir avec la Lorraine. Et si on le retrouve à Florange, au cœur de la Moselle, c'est parce que dans les années 60, des gars du Nord sont venus par milliers travailler dans la sidérurgie. Je suis venu du Pas-de-Calais, j'ai travaillé dans les mines de charbon. Et ayant beaucoup d'emplois en Lorraine, je suis venu le 15 janvier 1965, travailler à la Solac. Dans les aciéries? Dans les aciéries. Avec moi, j'ai apporté dans ma valise, comme dit toujours un ch'timi, mes javelots. Au début du siècle, le javelot était très populaire dans le Nord, le Pas-de-Calais et la Picardie. On jouait dans les cafés qui organisaient des concours. Aujourd'hui, le javelot tir sur cible est un sport, avec sa fédération, ses compétitions et plus de 10 000 pratiquants. Mais si l'on remonte aux origines, le javelot est bien sûr une arme de combat. Il s'est transformé en jeu au Moyen-Âge pendant la guerre de 100 ans. Le roi Charles V y voyait un moyen d'entretenir l'esprit guerrier du peuple. L'instrument se compose de 2 parties, des plumes synthétiques et une pointe d'acier qui pèse entre 300 et 500 grammes. À chacun son poids, chacun son style, chacun son plaisir. Les sensations de lancer le javelot, de le voir arriver dans la bague, et ça fait plaisir. La joie de se retrouver en copain, on joue comme ça quoi, pour s'amuser. C'est ma passion préférée. En compétition, le sport demande une sérieuse concentration, mais le plaisir n'est jamais loin. Florange est le seul club de javelot de tout l'est de la France. Pour les gens du Nord installés ici, le jeu est l'occasion de se retrouver, renouer avec l'atmosphère du pays
et les souvenirs du mineur. Quand on est arrivé du Pas-de-Calais, c'était un peu difficile pour nous de s'adapter. Et quand on venait ici, on retrouvait tous des gens qui venaient de toutes les régions du Pas-de-Calais, du Nord. Et on était contents d'être avec eux, en famille. Et souvent, au cours des parties, les ch'timis retrouvent leur patois. Quand je tire dans le bag, bon, ça rate tout seul. Mais quand je tire à côté, pour moi, ma compte personnelle, ça ne va pas. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que c'est pas très brillant. Et si on pariait quelque chose, histoire d'intéresser la partie? Allez, 3 points, un pinard. D'accord, Paul? Allez. Un coup à boire, c'est déjà beaucoup plus sérieux. 2 points. Attention. Voilà 3. Un pinard. 15 heures au boulodrome des Piétanquais de La Ciotat. Chaque après-midi, on y joue aux cartes et aux boules. L'endroit est mythique. Ici, en 1910, c'est né la pétanque, petite histoire d'une invention salutaire. C'était un monsieur qu'on appelait Jules Lenoir qui était paralysé. Et jouait sur lequel? Ce jour-là, fait avec ses amis, comme il ne pouvait pas se déplacer. Alors il a pris une chaise, il a fait un rond, et il s'est assis, et il a dit maintenant on joue les pieds dans le rond. On ne bouge pas du rond. À Cassis, comme en Provence, on joue sous les ombrages. Monsieur Adrien est là tous les jours avec sa chaise, ses boules et son petit-fils. La pétanque, c'est toujours la pétanque, c'est un jeu, c'est un sport. C'est un sport qui est complet. À 86 ans, il a toujours envie de jouer, bien qu'un peu fatigué. Il n'y a pas d'âge, non. Non, on peut venir vieux et jouer aux boules encore longtemps. Sur la place, il y a Lucette et Madeleine. L'une joue pour le plaisir, l'autre pour la gagne. C'est la mienne. Bien joué, ça. Ça me plaît, mais je joue. Je joue, j'adore faire des concours aussi. Est-ce que les hommes vous laissent gagner ou... Non, jamais. Jamais. C'est-à-dire qu'il faut se battre Il faut se battre, ah oui, à mort. Ouais. Comment on joue alors? Moi, je joue toujours avec la peau. Avec quoi? Les haïtiens. La peau. Jean-Pierre et moi. En fait, la pétanque est avant tout conviviale, avec sa faconde, avec ses rites, sa stratégie, d'où l'importance du pointeur ou du tireur. Je suis né tireur. Si j'étais né pointeur, j'aurais fait le pointeur. Je sens la boule dès que je suis au rond. Je peux pas vous dire, hein. Quand elle n'a pas, elles sont toutes frappées. Mais la pétanque, c'est d'abord une chanson de gestes. Une commedia dell'arte permanente. Putain, mais là, sont tordus, ces boules, là. Oh. Et quand la boule roule, pour faire le point, le spectateur participe parfois, en pliant les genoux par exemple. C'est pour faire avancer la boule. Je l'ai aidé là, quoi. Je l'ai poussé. Souvent, il y a des embrouilles. Tu le sais. Au contraire, parce que plus tu parles, plus je t'en fais. Alors, quand on mesure un point, Il est carré, le bouchon. Non, là, c'est bon, il y a toujours des mécontents. Ça fait 30 ans qu'il n'a pas fait le point à moi. Eh bien, tu vois, Il faut tirer. Une ou 3 carreaux. Ah, tire-y, il a mesuré d'une manière que je te dis pas. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Attends. Le jeu, le plaisir de gagner, le plaisir pas d'ennuyer l'adversaire, mais enfin de le piquer. C'est ça la pétanque, en province, attention, parce que nous on joue avec les gestes, avec les bras, on joue avec n'importe quoi. Et parfois avec des mots inconnus du public. C'était limonadier, qu'est-ce que vous voulez jouer au boulot, c'était limonadier. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Limonadier, c'est les joueurs de limonade. Mais dès qu'il y a la pression, les concours, vous vous rendez compte, il est au fond du gouffre. Vous vous rendez compte, Allez, dites-le nous, sans exagérer, c'est quoi la pétanque? Pour nous, la pétanque, c'est notre joie de vivre. Nous la considérons comme un sport. Il y a le soleil, il y a le beau temps, entre amis. Les amis ont rendez-vous demain, même heure, même endroit. Vite.